Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Vlad III, Dracula, prince de Valachie au XVe siècle. Alors oui, un nom qui claque, qui évoque tout de suite la fascination, la terreur aussi, mais bon, souvent on le réduit à une caricature, non? Oui, tout à fait. Et justement, les sources qu'on a, notamment la biographie de Matei Kazakou, elles nous permettent d'aller un peu plus loin. C'est ça l'idée, hein. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de dépasser ces clichés. Vous savez, le tyran sanguinaire d'un côté ou alors le héros national un peu idéalisé de l'autre. On va essayer de saisir la complexité du personnage historique et puis aussi de son époque. L'auteur, lui, cherche à être honnête, loin du noir et blanc, quoi. Et quelle époque! Franchement, le XVe siècle dans les Balkans, c'était un vrai chaudron. Il y a la pression ottomane qui n'arrête pas de monter, la Hongrie juste à côté qui est secouée par des luttes de pouvoir. On pense à Mathias Corvin, Jean Hunyadi. Ben oui. Et la Valachie, elle est coincée là, au milieu de tout ça. C'est un contexte absolument déterminant. D'ailleurs, même son nom, Dracula, ça vient d'où exactement? Alors, ça vient probablement de l'Ordre du Dragon. C'est un ordre de chevalerie fondé par Sigismond de Luxembourg et son père, Vlad II, en faisait partie. On l'appelait Vlad Dracul, le dragon. D'accord. Sauf que le mot latin draco, dragon, a donné en roumain drac, qui veut aussi dire diable. Du coup, Dracula, littéralement, ça peut vouloir dire fils du diable. Assez évocateur, non? Ah oui, quand même. Mais il y a une autre interprétation possible, j'ai cru lire ça. Quelque chose comme diable d'homme. Oui, c'est une nuance intéressante que certains auteurs comme Wilkinson et Beaugréa soulèvent. Ça pouvait être un surnom donné à des gens qui sortaient de l'ordinaire par leur courage, leur habileté ou leur cruauté, justement. Ça montre déjà que c'est pas si simple. Et puis, il y a l'autre surnom, beaucoup moins ambigu, on va dire. Ah, Pes, l'empaleur. Oui, là c'est direct. Ça vient du vieux slave Kolou, le pieux, qui a donné Tepa, un roumain moderne. Une référence très claire à sa méthode d'exécution favorite. Une méthode qu'il a utilisée souvent, si on en croit les sources, elle parle de conflits assez durs avec les marchands saxons de Transylvanie, Abrasov, Sibu. Oui, des tensions commerciales surtout. Et les représailles de Vlad étaient horreuses. Des expéditions punitives, des massacres et ces fameux empalements. Il y a cet épisode terrible près de la chapelle Saint-Jacques à Brassov en 1460, le jour de la Saint-Barthélemy. Et puis il y a la grande confrontation avec les Ottomans, avec Mehmed II en 1462. Ça, c'est un morceau de bravoure, non? Ah oui, un épisode majeur. Surtout cette fameuse attaque nocturne contre le camp ottoman. Une audace incroyable, hein, foncer comme ça au milieu de l'armée du sultan pour semer la panique. C'était presque de la guérilla avant l'heure. Mais c'est aussi pendant cette campagne qu'on trouve l'image la plus terrifiante, je crois. La forêt des Empalés. Oui, près de Targoviste. Le chroniqueur Calco Condiles parle de près de 20 000 corps. 20 000. C'est une vision d'horreur, mais une horreur calculée, presque mise en scène pour glacer d'effroi l'ennemi. On dit même que le sultan Mehmed II en a été choqué. On imagine. C'est là qu'on voit comment sa réputation s'est construite, non? Absolument. C'est nourri par ses actes, bien sûr, mais aussi par la façon dont on les raconte. Et ce qui est fascinant, c'est que les récits divergent très vite. Dès 1463, on voit apparaître des pamphlets en Allemagne Ah ouais. qui le dépeignent comme un monstre, un sadique. Il est possible que Mathias Corvin, le roi de Hongrie, ait un peu encouragé ça, pour justifier le fait qu'il avait fait arrêter Vlad. Il aurait même utilisé une lettre soi-disant de Vlad qui prouvait sa trahison envers la Hongrie, probablement un faux d'ailleurs. D'accord. Donc une propagande assez précoce, en fait. Mais il n'y a pas que cette version, si je me vilane. J'ai lu qu'en Russie, c'était différent. Tout à fait. Et il y a une version russe qui circule un peu plus tard, vers 1486, et là le portrait est radicalement différent. On le voit comme un souverain, certes très sévère, impitoyable même, mais juste dans sa sévérité. Et surtout comme un défenseur acharné de son pays contre les envahisseurs. Deux images opposées, quasi en même temps. C'est fou comme la politique peut modeler l'histoire. Exactement. Ça montre la puissance de la propagande, déjà à l'époque. Et alors, le lien avec le vampire de Bram Stoker dans tout ça? Parce que c'est souvent la première chose qui vient à l'esprit. Ben, le lien est assez indirect en fait. Stoker, il a sans doute trouvé le nom Dracula, et peut-être cette connotation un peu diabolique dans le livre de Wilkinson qu'on a mentionné. Mais son vampire, l'aristocrate nocturne, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec Vlad l'Empaleur, ni même avec les croyances locales romaines. Ah bon? Hmm. Il n'y avait pas de vampire en Roumanie. Si, mais c'était différent.
On parlait plutôt de Strigoi ou de Moroi. C'était plus des sortes d'esprits tourmentés, des revenants, souvent des gens morts de façon suspecte ou mal enterrés ou excommuniés. Rien à voir avec le conte sophistiqué de Stoker. D'accord. Il y a même des théories, comme celle de Talar, qui essayent d'expliquer certaines légendes de vampires par des maladies de carence, le scorbut, la pélagre, fréquentes à cause des jeûnes religieux très stricts. Les symptômes pouvaient faire penser inspirer ces histoires. Fascinant. Tout ça nous ramène donc au personnage historique. Un prince de son temps, finalement, confronté à des défis énormes, dans un monde brutal. Oui, voilà. Ses méthodes, l'empalement par exemple, n'étaient peut-être pas uniques à l'époque, mais l'échelle, la théâtralité qu'il y mettait, ça a clairement marqué les esprits. Et c'est cette complexité, je crois, que l'auteur des sources essaye de nous faire saisir, sans juger trop vite. C'est ça. Pour résumer un peu, on a vu le contexte historique vraiment difficile. On a parlé de ses actes de cruauté qui sont documentés. Puis on a vu comment sa légende noire s'est construite avec ses récits contradictoires, souvent partisans. Et enfin, comment la fiction s'en est emparée. Séparer l'homme du mythe, c'est toujours un vrai défi. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour finir. Dans quelle mesure l'image qu'on a aujourd'hui de quelqu'un comme Dracula, elle vient de ce qu'il a vraiment fait ? Et quelle part vient de la façon dont on a raconté son histoire, parfois de manière très intéressée, par ses contemporains ou après. Et c'est une question qui touche au cœur de la mémoire historique, non? Absolument. Comment l'histoire s'écrit et comment elle est reçue? Vaste question.